Bachelier, étudiant, envie de construire un bel avenir? L'Institut universitaire des grandes écoles des tropiques vous ouvre ses portes. IUGET, ISTI, école de commerce et de gestion. SAO Polytech, école de technologie et d'ingénierie. SHS, école des sciences biomédicales. EXA, école supérieure d'agriculture. 4 écoles, 4 axes de développement pour le rayonnement du continent. IUGET, bien choisir, c'est déjà réussir. Des études en histoire, un parcours en relations internationales, notre invité a 39 ans et a décidé d'être le prochain président de la République du Cameroun. Ateki Caxton Seta est sur le fauteuil de Moment de Vérité, c'est un acteur de la société civile. Il est fondateur de l'ONG New Seta, il est surtout investi par le PAL. On parlera de lui, de son projet, de sa vision du Cameroun. Mais avant, pour planter le décor, comme nous en avons l'habitude dans cette émission, son portrait que signe Elodie Tchoumou, on se retrouve juste derrière, pour la partie consacrée à l'entretien. Visionnaire et ambitieux, Caxton Seta Ateki, ou le 3e président du Cameroun. Si un candidat peut faire l'unanimité, le natif du Nord-Ouest détient tous les atouts. C'est à Bengui, dans le département de la Momo, que Caxton voit le jour dans une famille modeste, d'un père enseignant et d'une mère ménagère. Son parcours académique est ponctué par une licence en histoire et archéologie, obtenu à l'université de Boya, un master en relations internationales et développement et bientôt un doctorat en économie et politique en cours à l'université catholique de Yaoundé en partenariat avec la Sorbonne. Ancien chef de département des droits humains à Women in Alternative Actions in Cameroon, il a aussi fondé et dirigé New Seta, qui est le réseau pour la solidarité, l'autonomisation et la transformation pour tous, une ONG active dans toutes les 10 régions du pays. Il a également à son actif plusieurs initiatives notables qui ont su forger son leadership, telles que la campagne Vote 18, le programme Repère ou reconstruire la paix par le biais d'actions inclusives et répandues. Il a également mené une action sur la réforme législative, sur l'accès à l'information. À l'international, Monsieur Caxton Seta Ateki est boursier de l'université de Stanford et Draper Hills, porte-parole pour le Cameroun au sommet Afrique-France de Montpellier et précisément la 3e personnalité à y avoir été invitée dans la catégorie de la société civile. Chercheur principal pour Global Integrity, observateur électoral au Libéria, acteur de leadership responsable en démocratie. Prix du jeune modèle de leadership dynamique, membre d'un groupe de travail international pour la réforme de l'aide au développement. Monsieur Caxton Seta Ateki est le candidat du parti de l'Alliance libérale, présidé par Sa Majesté Célestin Bédigui, qui croit en la jeunesse. Déjà perçu comme le visage du changement, il a eu droit à un bain de foule à Bamenda et à Boya, où il a présenté sa vision au peuple dans une ambiance festive et populaire. 39 ans, marié et père de 4 enfants, il incarne l'excellence académique, le leadership civique et l'innovation politique. Caxton Seta Ateki, ou le 3e président du Cameroun. Bonjour Ateki. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, ça fait plaisir d'être ici avec vous. Vous avez 39 ans. Celui que vous voulez remplacer à étudier est là depuis 43 ans.
Donc son système est établi bien avant votre naissance. Oui. Ça vous fait pas peur, ça? Non, on n'a pas peur. Je pense que pour être président de Cameroun, c'est traverser ces différents sentiments de peur. Il faut être prêt à faire face à nos problèmes au quotidien. En fait, les Camerounais aujourd'hui, je pense, ils vivent dans la misère. Beaucoup de nos populations souffrent sur cet gouvernement qui a existé, qui a duré pendant plus de 40 ans. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que ça change à autre chose. Plus meilleur, oui. Votre parcours, je l'ai dit, des études en histoire, parcours dans le domaine des relations internationales. Sur le plan associatif ou en tant que leader de la société civile, vous êtes connu comme le fondateur de New CETA. Mais sur le plan politique, il y a un véritable flou qui règne autour de votre parcours. Certains vous annoncent au PAL depuis 8 ans, d'autres depuis 5 ans, d'autres depuis 3 mois. Vous êtes vraiment en politique depuis combien de temps? En fait, moi j'ai toujours travaillé sur les questions politiques. Quand vous regardez le parcours que j'ai eu dans la société civile, avec des campagnes comme le vote 18, par exemple, la première fois que ces questions sont discutées à l'Assemblée nationale, c'était moi et mon organisation qui sont venus à l'Assemblée avec cette question. Il y a des questions, des lois qui sont formulées et proposées à l'Assemblée nationale. Par exemple, il y a une loi sur l'accès à l'information que j'ai proposée juste tout dernièrement. J'ai travaillé avec les communes, 22 communes au plus précises, dans 6 régions de Cameroun, pour renforcer les capacités sur différents aspects de rendre service, pour permettre en sorte qu'ils rendent service aux populations de manière plus efficace. Ça concerne la gestion des municipalités, mais je dis, exactement. Vous êtes militant du PAL depuis combien de temps? Donc, je voulais dire cela pour dire, il y a 2 choses. Si vous êtes dans la société civile, votre engagement politique est mis en bas profil. Juste parce que, vous savez, si vous êtes acteur de la société civile et puis à la fois un militant de partis politiques de grands, comment dire, de grands renommés. Oui, exactement. C'est quelque chose qui n'est pas du tout accepté parce que nos organisations sont censées être apolitiques. Vous voyez, donc même si je m'engageais dans la politique, c'est pas quelque chose que je devais mettre en avant. Donc j'ai toujours milité, maire, membre de PAL. Maintenant, je suis passé premier vice-président de PAL, premier vice-président parce qu'il y a plusieurs. Oui. L'Alliance pour la libération. Parti de l'Alliance libérale. Premier vice-président, je suis passé premier vice-président juste quelques mois. C'est ça qui a fait en sorte que j'ai la possibilité d'être investi candidat à l'élection présidentielle. Mais aujourd'hui, je suis candidat à l'élection présidentielle de cette partie. Je suis premier vice-président de cette partie. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui... cette polémique sur combien... Mais étant acteur de la société civile, on n'est pas... C'est pas accepté au Cameroun de montrer ce visage politique, c'est pas accepté, oui. Tout à fait. Oui. Il faut rappeler que votre organisation, l'ONG New CETA, travaille, pour ce qui la concerne, sur des questions qui sont liées à l'autonomisation des jeunes, de la jeunesse, des questions de l'emploi des jeunes. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette association et dresser de manière grosso modo son bilan jusqu'ici? En fait, aujourd'hui, j'ai démissionné de New CETA juste pour vous dire que je ne suis plus de la société civile. Je suis maintenant politicien. Cette organisation est créée en 2013, juillet 2013. Nous avons, comme d'autres nations, nous avons été dans la galère pendant 2 ans parce qu'il n'y avait pas de moyens. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est vraiment malheureux pour les sociétés civiles au Cameroun, qu'ils sont formellement interdits d'accès au financement des agences publiques. Parce que si vous regardez la loi de 1990 sur les associations, cette loi, à son article 11, interdit aux associations, surtout si vous n'êtes pas une association avec utilité publique, qui est vraiment quelque chose qui vient de la précédence, vous n'avez pas accès. Ce qu'il faut rajouter, c'est que sur la question, le BINAT a récemment durci le ton, en rappelant par exemple que ces organisations-là, si vous n'avez pas statut de ONG, blanche, oui, si vous n'avez pas statut de ONG, qui est quelque chose de, parce qu'on classe, aujourd'hui il y a plus de 56 000 associations au Cameroun qui font de grand travail. En fait, on a légalisé, je crois, c'est juste 104 ONG que j'ai vu la liste, une liste qui est sortie de BINAT qu'on a publiée. Mais maintenant, je me dis, on s'est battu dans cette galère
Vous voyez, maintenant, ce qui nous a même permis d'avoir des soutiens, c'est cette politique de gouvernance qui est la tolérance administrative. Moi, je dis, aujourd'hui, les ONG et les associations sont tolérées au Cameroun. Pourtant, ils font de grands travail. Moi, je dis aujourd'hui, si moi je deviens président, ces associations vont avoir accès au financement. C'est une politique que je propose. Donc, je débute les activités des programmes avec la jeunesse. Une formation, par exemple, qui s'appelle REPAIR, Rebuilding Peace Through Actions with Inclusive Reach. En français, c'est Reconstruire la paix par des actions inclusives et répandues. Ces programmes visent les jeunes leaders qui viennent de tous les régions du Cameroun. Ils viennent pour des formations 2 fois par an, les mêmes personnes. Nous faisons un appel sur notre site web et puis ces personnes postulent. Il y a un comité de sélection à l'organisation, ils sélectionnent ces jeunes leaders. Et pour vous dire, il y a même des sollicitations de ce programme à partir des autres pays africains. Mais on a eu à faire venir des participants de Guinée équatoriale, de Madagascar, de plusieurs pays africains, de la Gambie. Et maintenant, ces personnes viennent 2 fois par an pour suivre les formations sur la gouvernance, le leadership, l'entrepreneuriat, la démocratie. En fait, on dit les jeunes sont les leaders de demain. Mais pour que les jeunes soient des bons leaders de demain, il faut qu'on les prépare aujourd'hui. Une sorte d'autonomie, c'est ça. Oui, exactement. Je pense, oui. On l'a bien compris. Oui. Il faut préparer la jeunesse au leadership. Donc, c'est ce que nous avons fait. Et après la formation de première phase, les jeunes descendent sur le terrain dans leurs différentes régions respectives pour former d'autres jeunes. Ils ont une obligation de former au moins 25 jeunes. C'est 40 leaders chaque année. Chacun a la responsabilité de former au moins 25 jeunes pour se qualifier pour venir au deuxième. Vous en avez formé combien depuis 2013? Aujourd'hui, chaque année, nous avons 40. Maintenant, ces 40 forment 25 après la première phase de formation pour venir compléter la deuxième phase. Et chaque édition, c'est-à-dire à la fin de chaque édition, nous avons plus de 1000 jeunes formés. 1000 jeunes. À partir de 40 jeunes. Maintenant, ces programmes s'est déroulé pendant 10 ans aujourd'hui. Multiplier ça par 10, nous sommes à presque... À peu près 10 000. 10 000, 11 000. Parce qu'il y a ceux qui font même plus de 200 jeunes. Oui. C'est juste un programme. Autre programme, le projet Prochaine Mandela pour former les jeunes qui veulent faire la politique. Oui, on a développé ces programmes parce que nous pensons qu'en Afrique, il y a des modèles politiques aussi. Il y a des modèles politiques qu'on peut vraiment faire en sorte qu'on émule. C'est les trajectoires, les expériences, les valeurs de ces personnes qu'on essaie de transférer ça aux prochaines générations de leaders. On en reparlera certainement. Ateki, revenons à l'actualité. On a vu que vous avez lancé votre phase de pré-campagne parce qu'officiellement la campagne présidentielle n'a pas encore commencé. Exactement. Mais vous déployez déjà dans certaines régions. Vous avez choisi le nord-ouest, votre région d'origine, et le sud-ouest pour lancer cette pré-campagne. Oui. Symbole? En fait, je pense qu'aujourd'hui, je disais à Bamenda que je ne pouvais pas me pardonner si je ne commençais pas cette campagne là-bas parce que c'est chez moi. Aujourd'hui, il faut être réaliste. La politique au Cameroun est faite à partir de sa base. Donc là-bas, je pense que je suis plus connu. J'ai grandi avec cette personne. C'est normal que je commence cette pré-campagne avec eux. Oui, c'est une sorte de bénédiction que je dois recevoir à partir de chez mes peuples. Maintenant, à Bamenda, j'ai rencontré beaucoup de personnes. L'accueil était formidable. Je suis parti à Buea aussi. Buea aussi, l'accueil était formidable. Donc, aujourd'hui, je suis très content que j'ai eu à avoir cette pré-campagne lancée de cette façon parce que là, ça montre combien je suis soutenu sur le terrain et ça montre cet engouement. Je pense que vous avez même vu sur les images comment les femmes de marché, les conducteurs de moto-taxi, c'est eux qui m'ont accueilli. C'est-à-dire, les gens c'est pas des élites, c'est des Camerounais ordinaires qui m'ont reçu parce qu'ils pensent que je peux
je peux vraiment ressentir, je peux vraiment comprendre leur expérience plus que quelqu'un d'autre. Donc, on sait qu'il y a un parti traditionnel qui a toujours eu la réputation d'avoir pour base ces régions-là, le nord-ouest et le sud-ouest. Est-ce qu'aujourd'hui, alors qu'il a été établi au faveur des dernières consultations électorales que ce parti a perdu politiquement du terrain dans ces régions, est-ce qu'aujourd'hui vous vous présentez surtout auprès de ces gens comme une alternative en disant hier c'était le Biamosgo, aujourd'hui c'est l'heure d'Ateki? Oui, moi je pense que c'est ça, parce que la politique change. Hein. S'il y a quelque chose qui change, c'est la politique. Et ça joue sur les perceptions. Moi je pense qu'aujourd'hui je suis perçu comme quelqu'un et vu ce que j'ai fait dans la société civile, je suis vu comme quelqu'un de crédible avec les résultats. Le bilan est vraiment clair. J'ai formé les jeunes, j'ai proposé des politiques, des lois même au Cameroun. J'ai travaillé avec des communes au Cameroun et j'ai représenté le Cameroun dans des forums internationaux très importants. J'ai rencontré des présidents du monde. Tout ça là, ça me crédibilise devant mes peuples. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'ils sachent, parce que vous avez dit à l'entame que je ne suis pas très connu, mais je me dis, la politique n'est pas vraiment cette, une concurrence de popularité, quoi. C'est juste quelque chose qui c'est l'homme devant ses peuples. Hier, et puis les personnes hier, dans les régions anglophones, il y avait le fameux Akacham. Aujourd'hui, vous promettez aux gens à Babinda d'arrêter la crise anglophone. Oui. Vous avez la baguette magique pour ça? J'ai présenté à Bamenda et à Buea. Il y a un message fort que j'ai passé. Je disais que si on me donne l'opportunité d'être le prochain président du Cameroun, dans 100 jours, ce problème sera abordé de manière concrète. Dans mes premiers 30 jours, je vais commencer par la reconnaissance officielle de ce problème. Parce que nous avons vu certaines responsables du gouvernement qui dit que ce problème n'existe pas à plusieurs reprises. Mais je pense que il dit que les choses sont de retour à la normale dans ces côtés du pays. Moi, ce que j'ai vu hier, c'est faux. Les choses ne sont pas encore retournées à la normale. C'est pas possible. Même dans les chefs-lieux de région. Même dans les chefs-lieux. Voilà pourquoi c'était un acte courageux d'y aller et de marcher sur la route avec mes frères et sœurs. Parce que tout le monde a peur. Tout le monde a peur. Si c'était encore... si les choses sont retournées à la normale, je pense que c'est tout le monde qui va y aller, tout le monde qui va organiser les grandes rallyes là-bas. Mais c'est pas possible. À l'instant, c'est moi seul qui a eu le courage d'y aller. On a bien compris. Rencontrer. Et moi, je dis... Reconnaissance... 100 jours, la crise anglophone... Reconnaissance de la crise de manière officielle, parce qu'une fois qu'on reconnaît que... Ça, c'est les 30 premiers jours. 30 premiers jours, libération des prisonniers politiques. Très important. Je pense qu'il y a beaucoup de prisonniers qui sont là, qui, en fait, comme mesure d'apaisement, il faut les libérer. Et oui, il faut déclarer une journée nationale de deuil, parce que je pense aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui sont mortes. Il y a les soldats qui sont morts, il y a les civils qui sont morts, il y a les séparatistes aussi qui sont morts. Mais il faut comme mesure symbolique de respect pour les morts, parce que dans nos traditions africaines, on accorde toujours un respect pour ceux qui sont décédés, mais il faut qu'on fait un deuil national pour ces personnes, parce que c'est malheureux ce qui nous est arrivé pendant 8 ans, et les gens continuent à mourir. Est-ce que dans le cadre de la préparation de votre projet de société, vous êtes allé en prison rencontrer je suis allé plusieurs fois. Je suis allé à la prison, j'ai rencontré Sissiko Ayuktabe, Litassan Wifre, tous ces mondes-là. J'ai parlé avec eux. Ils m'ont dit, moi je vois un père qui a plus de 70 ans aujourd'hui, un Fongala qui est malade en prison. Il a un homme âgé. Et moi, je me dis, mais pourquoi on laisse des personnes comme ça à la prison? Mais je pense que il faut juste que les Camerounais nous donnent la chance de le faire. Parce que si on ne nous donne pas la chance, ces personnes-là vont toujours rester là et peut-être mourir là-bas. Mais aujourd'hui, je pense que pour résoudre ces crises, il faut un dialogue, une conférence nationale sur le dialogue et les réformes. Il faut aujourd'hui réformer notre constitution,
pour faire en sorte que ça... Il y a eu le grand dialogue national. Mais le grand dialogue national n'était pas une solution à la crise anglophone. Le grand dialogue national qui aboutit à l'adoption de code général sur la décentralisation, et puis ça c'était pas une solution de la crise. Avec un statut spécial octroyé aux régions. Mais c'est pas des nouvelles choses. Parce que dit que nous aurons un chambre dédié aux chefs traditionnels, c'est ce qui existait dans ces régions, en fait, dans le contexte de l'État fédéral. C'est pas quelque chose de nouveau. Maintenant, quand on adopte même le code sur la décentralisation, c'est juste pour respecter la Constitution, qui avait déjà dit qu'en 1996, que le Cameroun était un État décentralisé. On a juste tardé de prendre cette mesure. Et puis, il ne faut pas attendre que les gens meurent et la crise advienne, qu'on fait passer une loi pour dire que c'est une loi qui est solution à ce problème. Je ne pense pas que c'est ça. Même adopter la loi sur le bilinguisme, notre constitution dit qu'il y a 2 langues officielles au Cameroun. Mais faire adopter ces lois, moi, je pense que ce n'est pas des mesures pour résoudre ces crises. Pour résoudre ces crises, il faut un dialogue. Il faut un dialogue pour corriger les erreurs, parce que je pense qu'il y a des promesses qui ont été adoptées à Fumban qui n'ont pas été tenues. Aujourd'hui, il y a une partie de notre pays qui pense que il faut revenir. Il faut revenir, oui. Mais je dis, Ateki, alors, vous proposez un certain nombre de solutions. Vous évoquez notamment la possibilité de tenir un autre grand dialogue, enfin un autre dialogue national, consensuel. Toutes les parties en présence vont venir s'exprimer, faire des propositions. Mais vous spécifiquement, quel est votre avis sur la nature de la forme de l'État qu'il faut au Cameroun pour régler définitivement cette question-là et autonomiser les différentes régions de notre pays? Nous avons des propositions. Mais ce que je voulais clarifier au début, c'est que ce n'est pas les propositions d'Ateki, c'est à Caxton qui vont être le modèle pour le Cameroun. Voilà pourquoi je dis c'est un dialogue que tout le monde va être invité pour participer. Les propositions qui sortiront de cela, de ce dialogue, on va implémenter. Mais une fois cela dit, il y a quand même nos idées en ce qui concerne la forme de notre État. Nous proposons un État, passer à un État fédéral au Cameroun. Il faut passer à un État fédéral. Et cet État fédéral sera un État central, mais aussi avec les États-régions. Un fédéralisme à 10 régions. Oui, à 10 régions. Les gouverneurs dans le format des régions actuelles. Oui. Donc, les gouverneurs sont élus par un collège des électeurs qui consiste des conseils municipaux et les chefs traditionnels. Oui, c'est eux je souhaite qu'on soit précis, parce qu'il y a une autre forme de fédéralisme qui est proposée par un autre candidat, fédéralisme communautaire. Je veux bien comprendre. Dans le cas précis, les fédérations, on aura l'État de l'extrême nord, du nord, de la Damawa, etc. Oui, exactement. Mais quand on dit fédéralisme communautaire, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec ce que vous proposez? Oui, ça n'a rien à voir. Moi, je pense qu'il ne faut pas... Vous savez, on ne veut pas la pantoustisation du Cameroun pour dire que... Bon, parce que moi, je pense qu'il faut développer une forme de consensus au Cameroun qui ne demande pas la similarité. Vous voyez, qui n'exige pas homogénéité. Nous sommes un pays divers. Vous voyez, mais si nous arrivons à développer une forme de consensus au Cameroun qui reconnaît que notre pluralité culturelle, linguistique, religieuse est quelque chose qui est une réalité, c'est une réalité. Il faut partir d'autres postulats, vous voyez, pour développer une solution vraie. Moi, je pense que fédéralisme communautaire, c'est bantousiser notre communauté, parce qu'il se construit sur les bases ethniques, sur ces similarités, veut dire qu'on va exclure d'autres personnes. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qu'on veut construire au Cameroun. Et d'ailleurs, vous avez vu certains villages où on dit on chasse des personnes qui viennent des autres parties du pays pour dire allez chez vous. On a vu les boutiques de certains de nos concitoyens brûlées à Saint-Malima, dans d'autres zones. Moi, je pense que c'est malheureux. Et moi, je dis, un chef traditionnel qui laisse faire ce type de choses dans son village, je pense qu'il y aura des sanctions. Il y aura des sanctions parce que il faut que nous construisons
les valeurs. Nous construisons notre unité sur les valeurs partagées, les valeurs comme le valeur de respect, de dignité humaine, de la justice, de paix, de l'amour. Parce que si une fois vous respectez autre personne, vous respectez quelqu'un qui vient vivre avec vous, vous honorez sa dignité humaine. Vous savez que la justice est quelque chose de très important. Vous n'allez pas laisser berner la justice parce que ces personnes sont différentes de vous. Ces personnes viennent d'ailleurs. C'est un être humain comme vous, c'est un concitoyen. Pourquoi traiter cette personne de manière différente alors que nous vivons dans le même espace, nous avons les mêmes lois? Pourquoi ça? À travers vos mesures, souhaitez également résoudre la question du vivre ensemble. De vivre ensemble. Qui est menacé, comme vous l'avez présenté. Parce que moi, je pense que le peuple dans cette circonstance, dans ce contexte, est même victime parce que cette diversité est instrumentalisée. Et on aime nous diviser pour mieux nous gouverner. Mais c'est pas ça. Il faut pas diviser vos peuples pour des buts, je vais dire, des buts égoïstes de gouvernance et de leadership. Parce que là, vous avez vu des conséquences. On n'aime pas ces choses. Les gens les tribus qui s'affrontent, qui s'entretuent. Je pense pas que c'est ça qu'on veut au Cameroun. Donc, on a bien compris votre fédéralisme. Vous proposez 10 États juxtaposés, pas seulement 10 entités. Oui. Au-dessus de ces 10 États, il y a un État central. À l'État central. Oui. Alors, comment est-ce que vous procédez? C'est-à-dire qu'en termes de ressources, par exemple, en termes de ressources, de recettes générées par chaque région, la région, je prends un exemple simple. Si par exemple dans la région de l'Est, on a des minerais qui rapportent 10 milliards de francs CFA, qu'est-ce qui reste à l'Est et qu'est-ce qui part? Qu'est-ce qui reste à Bête? En fait, moi je pense que c'est quelque chose qui devait être gouverné autrement. Là, nous avons proposé la création d'un fonds souverain pour l'État. Et ces fonds souverains, on va remettre 20% des revenus, des recettes générées de cette exploitation des ressources dans cet fonds pour prendre soin des générations futures. C'est ça, parce que c'est les Camerounais. Si on partage un espace comme le Cameroun, les ressources qui s'y trouvent ne sont pas les ressources d'une communauté. C'est des ressources qui doivent être partagées par tout le monde. Parce que chaque région au Cameroun n'est pas dotée de même façon, en fait, des ressources naturelles comme de même façon. Donc, si nous avons ça, moi je dis aussi, parce qu'aujourd'hui, il y a cette exploitation anarchique de nos ressources. Et moi je dis, avant qu'un contrat d'exploitation soit accordé à un agent d'exploitation, ces contrats doivent être examinés à l'Assemblée nationale et approuvés par l'Assemblée nationale. Bon, ça c'est une autre question. Hein. Exactement. Moi je dis ça parce que là on parlait spécifiquement de pourcentage en termes de recettes par région. Donc là c'est une toute autre question qui concerne effectivement la gestion de la traçabilité, si vous voulez, également la bonne gouvernance en matière de gestion des ressources. Parce qu'aujourd'hui, vous connaissez combien de personnes exploitent notre or dans l'Est? Vous connaissez combien de personnes exploitent notre forêt dans ces zones, notre forêt? Il y a quelques noms qui circulent, souvent proches de la famille. Oui, exactement, présidentielle. Et moi, je pense que ces contrats, vous avez vu comment ces contrats sont octroyés? Est-ce que vous avez vu ça? Non. C'est ça. Moi, je me dis, passer ça à l'Assemblée nationale va faire en sorte qu'il y a une sorte de transparence. Oui, sur cet aspect. Et puis permettre en sorte que les contrats ne sont plus octroyés de manière gré à gré, mais il y a cette transparence qui permet en sorte que si on sait que c'est... Aujourd'hui, est-ce que vous connaissez même ce qui vient comme ressources, comme recette en ce qui concerne les ressources pétrolières du Cameroun? Est-ce que vous savez? Pas de transparence. Moi, je dis aujourd'hui, tous ces éléments, toutes ces choses, il faut de transparence. Parfois, tu pars sur les sites des SNH, les sites web des SNH et d'autres institutions, les données qui sont là datent de 2014 ou même... Mais je me dis, mais il faut actualiser les données pour permettre en sorte que nous connaissons l'état réel, des recettes générées. Parce que ça permet en sorte qu'il y a pas cette gestion, il y a cette opacité.
qui entoure la gestion de ces ressources. Et pourtant nous entendons seulement les chiffres, mais on ne voit pas comment ça change nos vies. Pourtant, les gens souffrent dans ce pays. Moi, je dis, il faut toute une politique qui est différente. Maintenant, quand tu parles de répartition des ressources, vous savez, dans les communes au Cameroun, je prends le cas des communes, et ces ressources sont réparties par le FEICOM. Le FEICOM qui reçoit ces centimes additionnels communaux. Centimes additionnels communaux. Ces centimes additionnels communaux sont répartis de manière inéquilibre. La région de centre reçoit presque 30%. La région cette région de littoral, presque 30%. Et l'administration même de FEICOM, c'est 10% presque. Donc, juste deux régions ont pris presque 60%. Plus de la moitié de ça. Et l'administration de FEICOM ajoute à ce montant. Donc, ce qui reste, c'est à peu près 30% pour les 8 régions restantes. Vous pensez qu'ils peuvent mener quel type de politique de gouvernance et de fourniture de services de base au peuple? Quelle politique ils peuvent mener? Parce que on dit dans le code de décentralisation que le budget dédié, le FEICOM, c'est la banque des communes. La dotation des différents budgets au niveau communal est souvent aussi liée à la capacité de ces communes d'arrondissement à initier des projets. C'est-à-dire que, oui, vous évoquez des chiffres qui peuvent évoluer en fonction des années, mais il ne faut pas oublier le fait que c'est souvent du fait que ce sont ces communes-là qui initient des projets, qui passent par une acceptation du FEICOM, qui procèdent par la suite au financement. Mais le FEICOM a la responsabilité de répartitionner. De manière équitable. Oui, de manière équitable. Moi, je pense qu'aujourd'hui, quand on dit 15% de budget dédié aux collectivités décentralisées, il y a le fait que ces communes ne reçoivent même pas 2%, 30% ou 3% de ces budgets-là. Budget de l'État. Oui. Ils ne reçoivent pas. Et moi, je pense que c'est ce qui fait en sorte que ça devient difficile. Et ça fait partie des promesses à l'issue du premier dialogue national, parce que vous allez en organiser un, si au soir du 12 octobre, vous êtes désigné par les Camerounais qui n'ont pas été respectés. Avant de recevoir Elodie Tchoumou, avec qui on évoquera le côté jardin, pour baisser un tout petit peu la température dans le cadre de notre entretien, on a évoqué les questions sécurité en parlant des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Mais il n'y a que dans la partie septentrionale du pays, une bonne partie de cette région continue à être en proie à des problèmes sécuritaires. Dernier fait en date, c'est l'enlèvement par des groupes qui se revendiquent de Boko Haram de certains enfants. D'ailleurs, le sujet a fait énormément l'actualité. Le gouvernement a même été accusé par certains observateurs de la vie politique nationale et internationale de mutisme autour de l'affaire. Il y a eu des quêtes initiées. Bon, finalement, les enfants ont été retrouvés. Enfin, je pars sur cet exemple-là pour dire que effectivement, dans ces régions, la situation n'est pas totalement apaisée. Qu'est-ce que vous comptez faire? Vous qui avez 100 jours pour résoudre la crise anglophone, pour la question de l'insécurité dans la partie septentrionale, combien de jours ça vous prendra pour mettre fin à ce problème? Parce que ça va prendre moins de jours. Parce que pour le problème anglophone, c'est un problème politique d'abord, avant d'être un problème sécuritaire. Mais dans la zone septentrionale, c'est un problème sécuritaire d'abord. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est juste d'augmenter notre capacité de fournir la sécurité dans ces zones. Donc, je pense qu'il faut équiper nos militaires. Parce qu'il y a une question de logistique qui est là. Nos militaires n'ont pas assez d'équipements modernes qui permettent une surveillance plus efficace. Voilà pourquoi les malfrats, les copains de route, en fait, ces personnes qui sont vraiment dans l'incivisme total, qui viennent intervenir dans nos localités sans que nous avons la capacité de répondre. Moi, je pense qu'il faut augmenter l'arsenal militaire dans ces zones pour permettre en sorte qu'on peut endiguer
des phénomènes comme ça. Mais aussi, je pense qu'il y a le côté, la sécurité n'est pas seulement sécurité militaire, mais il faut une sécurité humaine pour permettre en sorte que les gens peuvent avoir quoi faire. Oui, parce que quand vous voyez les gens se lancer dans cet incivisme de ce côté, c'est aussi parce qu'il n'y a pas vraiment des opportunités économiques pour mener des vies décentes. Et si vous regardez cette zone, les chiffres sociodémographiques sont très très mauvaises par rapport au reste du pays, en ce qui concerne même les nécessités de base, accès à l'eau, aux hôpitaux. Les maladies comme le choléra qui continuent à frapper cette zone. Je pense que c'est des questions de sécurité humaine aussi qu'il faut mettre en avant et procéder à un développement, une politique de développement sérieux dans cette zone, parce qu'il y a cette potentiel économique qui est sous-exploité. Et je pense qu'aujourd'hui, avec la politique économique que nous proposons, de passer de cette modèle économique qui est basé sur l'import-substitution qui vise un marché limité, et un marché dans lequel presque 40% des populations vivent en deçà du seuil de pauvreté. Je pense que il faut passer à une autre chose. Oui, exactement, moins d'un dollar, imaginez. Donc, nous voulons passer au modèle d'intégration dans les chaînes de valeur internationales pour permettre en sorte qu'on peut produire. Il y aura cette sous-croix de production dans nos zones où nous avons un avantage comparatif. Donc, par exemple, dans le Grand Nord, il y a le coton qui est vraiment notre comment dire, une matière économique, qu'on peut élargir. On peut élargir notre capacité pour passer au premier producteur de coton en Afrique ou dans la région centrafricaine. Donc, moi, je pense aujourd'hui qu'il faut passer à ces modèles pour permettre en sorte que des personnes qui s'investissent dans ces domaines peuvent vraiment avoir des retours sur les investissements. Il faut construire les routes dans ces secteurs. Il faut construire des parce que vous avez vu, juste pour aller... On a annoncé, le chef de l'État a annoncé la construction d'une ligne ferroviaire en 2000, ces annonces ne cessent que venir parce que c'est 40 ans. Imaginez 40 ans de ces promesses, de ces annonces. On va attendre peut-être 100 ans pour que ça commence à se matérialiser. On en reparlera longuement, en tout cas, dans la deuxième partie de notre entretien. Je pense, je dis justement, dans cette deuxième partie, on évoquera les questions d'ordre économique. On reviendra également sur ce que vous proposez. Si après 40 ans, on parle des annonces, imaginez, on annonce des choses pendant 40 ans et puis... moi, je conduis l'interview, je vous donne juste quelques éléments. Et comme je le disais, effectivement, en 2018, à la faveur même de l'unique meeting qu'il a tenu dans la ville de Maroua, le président de la République a annoncé la construction d'une ligne ferroviaire entre Ngaoundéré et N'Djamena. Et 7 ans après, donc j'espère... 7 ans après, on va venir annoncer encore. J'espère peut-être que vous allez réaliser une fois arrivé à Etoudi. On retrouve Elodie Tchoumou pour le côté jardin de notre invité. Je rappelle que nous sommes toujours en compagnie d'Ateki Seta Kakstonny, les candidats à l'élection présidentielle investis par le PAL. A tout de suite, chers amis. Bachelier, étudiant, envie de construire un bel avenir? L'Institut universitaire des grandes écoles des tropiques vous ouvre ses portes. IUGET, ISTI, école de commerce et de gestion. SAO Polytech, école de technologie et d'ingénierie. SHS, école des sciences biomédicales. EXA, école supérieure d'agriculture. 4 écoles, 4 axes de développement pour le rayonnement du continent. IUGET, bien choisir, c'est déjà réussir. Bonjour Elodie. Bonjour Kevin Fotso. Merci de nous retrouver sur ce plateau. Je te laisse en compagnie de M. Ateki Seta Kakstonny. C'est un honneur et un plaisir. Merci beaucoup. Merci. Je suis content d'être ici avec vous, Madame Elodie. Merci bien. Merci. Alors parlons un peu de vous en tant qu'homme et chef de famille. Vous êtes un époux et un père. Les Camerounais aimeraient savoir si vous êtes polygame. Et aussi, et surtout, les Camerounais jugent que la stabilité familiale reflète la stabilité politique. Qu'en pensez-vous? Oui, je pense qu'un homme qui veut gérer un État doit être capable de gérer sa famille. Je pense que c'est les préalables.
Aujourd'hui, je suis marié, je suis père de famille, j'ai ma femme, une femme. Une seule? Elle est très belle, oui. Une seule femme, oui. Nous avons 4 enfants, les jumeaux, et puis... Congrats. Oui, thank you very much. Maintenant, en ce qui concerne la polygamie au Cameroun, je pense que c'est quelque chose qui est accepté par notre loi. La loi camerounaise permet en sorte que un homme peut prendre plus d'une épouse dans le foyer. Mais par l'inverse, parce qu'il y a aussi des réclamations qui disent aujourd'hui que si un homme peut faire ça avec la promotion des femmes, il faut qu'une femme soit capable de prendre deux hommes aussi. Je pense que c'est pas là où le débat se trouve. Actuellement, notre loi permet à un homme de prendre plusieurs femmes. Alors, même il y a certaines religions aussi, comme l'islam, qui permettent à un homme de prendre plusieurs femmes. Justement. Oui, et c'est accepté par notre loi. C'est accepté, oui. En effet. Alors, dans votre portrait, on a compris que vous êtes d'une famille modeste. Vous avez des valeurs familiales qui vous ont été inculquées pendant votre enfance. Oui. Quand vous serez président, quelle est la valeur familiale que vous aimeriez transmettre aux Camerounais? Je pense qu'on commence par le respect d'autrui. Si on respecte l'autre dans notre contexte, je pense que c'est des valeurs les plus basiques qu'on peut promouvoir. Parce que si on ne se respecte même pas, on ne peut pas respecter les autres. Justement. Vous voyez, donc je pense qu'aujourd'hui, si on arrive juste à respecter l'autre, on peut vivre en paix. On peut vivre ensemble, juste par cette valeur. Justement. Parce que aujourd'hui, c'est parce qu'on ne respecte pas les hommes qu'on peut vraiment aussi nous mentir. On peut nous faire des promesses, comme on a fini avec... on finit juste cette partie du mot de cet été. Oui, les promesses non tenues, c'est parce qu'on ne nous respecte pas. On ne respecte plus. C'est-à-dire, c'est comme si au Cameroun, c'est quelque chose qui est devenu normal. On sait que les politiciens mentent aux citoyennes. Quand on ne peut pas mentir à quelqu'un dont on respecte. Vous voyez, si vous respectez quelqu'un, vous allez lui dire les vérités. Justement. Et oui, c'est une de ces valeurs qu'il faut promouvoir dans notre contexte. L'amour, la justice, la paix, ce sont des valeurs. Ces valeurs. On parlait justement d'une seule valeur. Exactement, mais moi j'ai ajouté deux. Oui. Il faut savoir que vous avez beaucoup de valeurs. Alors, dans votre projet politique, quelle est la place que vous accordez à la famille en tant qu'institution sociale? Est-ce que ça fait partie des priorités chez vous? Mais exactement. La famille aujourd'hui, on dit, c'est l'unité la plus basique de notre société. Donc, ces familles doivent être protégées par le gouvernement. Il faut aujourd'hui, quand vous voyez les chiffres des femmes qui meurent en mettant au monde des enfants, c'est effrayant au Cameroun. Donc, il faut une de mes priorités sera de faire en sorte que chaque enfant qui naît au Cameroun se naît dans des conditions plus confortables, qui permettent en sorte qu'ils peuvent vivre plus d'1 an. Aujourd'hui, vous voyez des enfants qui meurent de palu, d'autres maladies, juste parce qu'on ne prend pas soin. Des femmes qui meurent devant les hôpitaux. Oui. Des cas qui sont passés ici, dans la région de littoral. Cette Monique Komateke qui est décédée avec les jumeaux. Je pense que c'est des choses, des phénomènes malheureux qu'il faut plus accepter que ça arrive à nos familles. Oui. Alors, justement, puisqu'on parle de la femme, il y a beaucoup de féminicides dernièrement au Cameroun. Exactement, c'est ça. Beaucoup de divorces également dans notre pays. Oui. Quelles réformes, justement, ou quelles initiatives comptez-vous mettre sur pied pour limiter tout ça? Nous avons fait une proposition pour en ce qui concerne, comme je lui disais tout à l'heure, l'exploitation des ressources naturelles du Cameroun, de créer un fonds souverain pour l'État du Cameroun dans lequel on va mettre 20% des recettes venant de cette exploitation des ressources pour les enfants, pour les familles, pour faire en sorte que les familles peuvent en bénéficier.
les enfants peuvent en bénéficier de différents soutiens qui viennent de l'État. Nous avons proposé même la création d'un numéro identifiant unique pour chaque personne qui naît au Cameroun. Cela permet en sorte que d'autres mesures qui peuvent accompagner. On peut vraiment, à partir de ces numéros, créer des comptes dans lesquels on peut doter chaque compte d'un montant plancher pour chaque enfant qui naît au Cameroun. Il y a la question comment vous allez trouver l'argent pour le faire. Je pense qu'aujourd'hui, si on cesse la guerre qui prend des milliards, aujourd'hui on peut vraiment réorienter ces fonds pour la création des initiatives comme ça qui permettent en sorte que les enfants qui naissent au Cameroun aujourd'hui, dans 10 ans, dans 20 ans, ils commencent la vie avec des moyens qui les permettent d'intégrer de manière économique dans notre société et puis poursuivre leurs rêves. Aujourd'hui, il y a des rêves qui sont brisés parce que des personnes fréquentent dans les écoles, mais quand ils sortent de ces écoles, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas ils ne peuvent même pas créer leur propre emploi parce que des processus de création des emplois sont vraiment longs. Et puis, moi, je pense que toutes ces mesures, ce sont des mesures qui vont conjuguer à améliorer la qualité de vie des enfants qui naissent au Cameroun aujourd'hui. Nous pensons que les parents doivent avoir des travails qui peuvent les permettre de prendre soin de leurs enfants. Aujourd'hui, il y a des parents qui travaillent dans des conditions très difficiles, qui n'arrivent pas à prendre soin de la famille. Et puis, il y a des familles qui vivent dans la précarité. Et je pense que c'est ça qu'il faut... Vous pensez qu'il y a un rapport entre la précarité et les violences conjugales Je pense, parce que si vous constatez, certaines personnes viennent à la maison licenciées de leur travail et ils sont frustrés et puis ils commencent à se comporter de manière... c'est parce que c'est quelque chose de psychologique aussi, de violence, parce qu'ils n'arrivent plus à trouver... Oui, exactement. Quoi donner à la femme pour la ration. Je pense que il faut que les gens vivent dans les conditions minimales de bien-être pour permettre en sorte qu'ils peuvent vivre en paix. On dit qu'un homme qui est affamé et un homme qui est fâché, vulnérable également. Oui. Mais et dans tout cela, peut-être que vous reviendrez sur votre politique sociale. Dans toute cette violence et autres, il y a le divorce qui crée des mères célibataires, qui crée des enfants défavorisés et autres. Comment est-ce que dans votre projet, vous comptez réguler cela? Parce que dans notre société, on parle de plus en plus de mères célibataires et ça devient un problème. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, ces problèmes de divorce est un problème qui doit être géré de plusieurs façons. Et qu'est-ce qui amène des personnes à arriver à ce stade où ils disent qu'ils ne peuvent plus vivre ensemble? Je pense que certaines personnes se marient sans éducation. Je vous dis la vérité. Sans éducation sur ce qui signifie être marié. Oui, parce que si vous décidez de se marier avec quelqu'un, on dit pour le meilleur et pour le pire, c'est comme ça. Maintenant, quand le pire vient, certaines personnes décident de ne plus supporter. Mais il faut éduquer les familles de manière constante pour les accompagner, parce qu'il y a des familles, des foyers qui ont des difficultés, mais il n'y a personne pour les accompagner dans ces processus. Bon, on pense que une fois qu'on est marié, vous avez tout figuré, vous pouvez vous en sortir. Non, mais il faut cet accompagnement qui dans notre société, c'est presque inexistant. C'est les personnes comme les pasteurs qui font ces travaux parmi les chrétiens. Mais combien de personnes partent à l'église aujourd'hui? Mais il y a d'autres personnes qui sont là, pas d'accompagnement, mais qui vivent aussi dans la précarité. Ils sont accompagnés par des mauvaises personnes, des mauvais amis qui leur donnent des conseils. Parce que parfois, il y a même des hommes mariés, vous pensez que ce sont des personnes qui sont... Mais vous sortez, d'ailleurs, il y a des tentations, il y a toutes ces choses qui conjuguent en fait en sorte que certaines personnes prennent des décisions qui peuvent
qui peuvent mettre en danger leur statut familial. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a plusieurs choses. Il faut regarder non seulement le bien-être de la famille, pour faire en sorte que l'homme et la femme peuvent avoir ce qui peut soutenir le mariage. Le nécessaire pour soutenir le mariage. Parce qu'une fois que vous n'ayez pas ça, il y a des comportements qui commencent à s'exhiber, mais qui ne sont pas des comportements compatibles avec le mariage. Donc je pense qu'il faut faire en sorte que chaque famille, et dans l'époque, Ahidjo donnait les soutiens aux familles, c'est-à-dire même quand vous avez un enfant et vous êtes travailleur, on donne il y a une dotation qui est donnée pour soutenir les enfants. C'est toujours un peu le cas. C'est toujours au niveau de la fonction publique. Mais quand une fois qu'on a diminué les salaires et puis avec l'inflation qui diminue davantage les salaires, certaines familles n'arrivent plus à combler les besoins aujourd'hui parce que les moyens qu'ils ont ne sont plus suffisants. Et je pense aussi aujourd'hui que c'est une société qui s'est trop exposée à ces valeurs. Je pense qu'aussi, même quand on parle de la promotion de la femme et des rôles, qu'il ne faut pas il faut pas cette confusion des rôles, parce que l'homme peut faire quelque chose, la femme peut faire quelque chose, selon leur capacité naturelle, les capacités dont Dieu les a données. Mais aujourd'hui, parfois, quand vous avez en fait, vous avez certaines je peux dire par exemple la promotion de la femme, c'est quelque chose qui doit être fait selon notre contexte pour permettre en sorte que la femme qui se voit épanouie, qui veut participer à certaines choses, la politique, la gouvernance, toutes ces choses, ces femmes soient capables aussi de jouer certains rôles, ces rôles de mère à la maison, ces rôles de femme, d'être épouse de quelqu'un, vous voyez. Mais parfois quand il existe cette tolérance du fait que nous avons des mères célibataires et qu'il y a des féministes qui disent se marier n'est pas vraiment quelque chose se voir soumettre un homme, c'est pas quelque chose qu'il faut qui est nécessaire dans notre contexte. Je pense que c'est ça qui vraiment qui fait en sorte qu'il y a cette tolérance du fait que divorcer devienne de plus en plus acceptable. Pourtant, c'est quelque chose qu'il ne faut pas... qui contribue en tout cas à diluer le tissu familial. Exactement, c'est ça. On parlait tout à l'heure de dotation à l'époque d'Ahidjo aux familles. J'ai dit tout à l'heure que c'est un tout petit peu le cas, mais ça concerne spécifiquement les fonctionnaires, les agents de la fonction publique. Oui. On va sortir rapidement. On va sortir avec une toute dernière question, monsieur Ateki. Voilà, au-delà de votre vie politique, comment est-ce que vous alliez, comment est-ce que vous managez votre vie personnelle et vos ambitions politiques? Comment est-ce que vous gérez comment est-ce que et comment, pour compléter la question, comment c'est perçu par votre famille, votre femme, justement, vos enfants, vos frères? Comment est-ce qu'ils perçoivent votre engagement politique? Moi, je dis c'est pas facile. C'est pas facile parce que il y a un pape qui a dit que la politique c'est la forme la plus élevée de sacrifice. Oui, parce que ce que je fais, c'est une sorte de sacrifice pour la nation. Oui. Maintenant, ça veut dire qu'il y a d'autres choses qui vont être atteintes par cette ambition. Le temps que j'aurais dû passer avec ma famille est maintenant limité. Justement. Parce que je viens juste de compléter une tournée à Bamenda, au sud-ouest, et je suis ici dans le littoral. Ça veut dire qu'il y a mes enfants à la maison qui parle. N'ont pas vu leur père depuis quelques jours. Et c'est le cas même depuis en fait un mois, il y a un mois. Depuis que je suis investi candidat à l'élection. Oui, la situation dans la famille a changé parce que c'est ma femme, vraiment, chapeau à elle, parce que c'est elle qui prend soin de toute autre chose que quand je ne suis pas là. Elle prend soin des enfants, elle s'assure que les enfants se nourrissent bien et on se parle de temps en temps en vidéo avec les enfants pour que je pense qu'avec cet échange, les Camerounais vous connaissent un peu mieux. Oui, moi je pense que il faut savoir s'adapter au contexte. J'espère que
avec ces sacrifices qu'eux-mêmes sont en train de faire pour la nation, parce que laisser leur père tout faire, c'est tourner, être absent, c'est aussi de leur part une forme de sacrifice. Mais je pense que ça va finir toujours par payer de manière positive. Oui, donc, merci en tout cas, merci Elodie. Merci Kevin. Bachelier, étudiant, envie de construire un bel avenir? L'Institut universitaire des grandes écoles des tropiques vous ouvre ses portes. IUGET, ISTI, école de commerce et de gestion. SAO Polytech, école de technologie et d'ingénierie. SHS, école des sciences biomédicales. EXA, école supérieure d'agriculture. 4 écoles, 4 axes de développement pour le rayonnement du continent. IUGET, bien choisir, c'est déjà réussir. Ateki Seta Caxton, votre programme, votre projet de société intitulé Le Cameroun mérite mieux, maintenant ou jamais, réparer, rétablir, renaître. Oui. Réparer comment? Rétablir avec qui? Et renaître sous quel prisme? Bon, il y a plusieurs éléments dans cette vision. 18 points. 18 points, oui, dans cette vision. Mais je pense qu'aujourd'hui, vu le temps, on peut s'articuler sur les 5 priorités, oui, les grandes lignes. Nous avons une vision politique qui focalise notre action sur une refondation économique pour changer le modèle économique de ces modèles d'impôt substitution, comme je dis juste tout à l'heure, sur un modèle d'insertion dans les chaînes de valeur internationales. Nous pensons que focaliser sur les niches sur lesquelles nous avons un avantage comparatif va permettre en sorte que nous avons un surcroît d'activité dans certaines zones qui permettra en sorte que nous passons à une production de grande échelle, à grande échelle. Je prends le cas de Brazzaville, par exemple. Brazzaville fait l'importation de maïs aujourd'hui. Pourtant, les Camerounais sont des cultivateurs de maïs. L'année passée, je pense que nous avons importé à plus de 39 000 tonnes de maïs de plusieurs pays comme l'Ukraine, comme la France, comme l'Argentine. Mais je pense qu'aujourd'hui, si on dit pour combler les besoins en maïs au Cameroun, ce qui est nécessaire pour produire non seulement l'alimentation des animaux, même la fabrication de notre bière, la production de notre bière par le Brazzaville, il faut passer à une production à grande échelle de maïs, par exemple. Et ce qui va nécessiter une grande quantité de main-d'œuvre. Et puis embaucher beaucoup plus de jeunes au Cameroun. Donc c'est ce modèle qui permettra vraiment une émergence de notre pays. Nous pensons qu'aussi il faut établir un commissariat général à l'émergence qui va superviser tous les politiques orientées vers l'émergence. Et on va créer dans chaque région ces commissariats qui vont, leur action va essayer d'attirer les investissements dans ces régions où nous avons des avantages comparatifs. Donc, il y a des initiatives comme au nord, la cultivation de coton. Coton. Si on veut passer au premier pays premier pays cultivateur de cacao, par exemple, dans le monde, je pense qu'il faut élargir les zones de cultivation de cacao, parce qu'aujourd'hui, c'est le Côte d'Ivoire qui est le premier. Vous pensez aussi à l'amélioration des pratiques. Vous savez que pendant plusieurs années, le cacao camerounais a été confronté à la bonne qualité au niveau des agences de normes. Oui, parce que en fait, il y a le Rainforest Alliance, par exemple, qui certifie le cacao qui vient du Cameroun.
et d'autres groupes de certification qui existent. Mais il faut respecter certaines normes. Si on veut passer même à ces modèles d'insertion dans le chaîne de valeur internationale, il faut respecter les normes pour accéder, qui sont exigées pour accéder à certains marchés, comme l'Union européenne ou même les États-Unis. Parce que ce sont les grands marchés. Et si nous ne nous arrimons pas à ces normes, nos produits ne peuvent pas entrer dans ces marchés, sur ces marchés. Et puis, je pense que c'est une limitation de notre part. Nous pensons aussi aujourd'hui que il faut fournir aux Camerounais ce qu'on appelle le paquet minimum social. Ce paquet minimum social, c'est s'assurer que dans chaque localité au Cameroun, nous avons ces nécessités: l'eau, l'électricité, les écoles, les routes qui sont passables, praticables chaque période de l'année, tout le temps dans l'année, et puis les hôpitaux. Et puis, on va doter les communes. Chaque commune au Cameroun sera dotée de l'argent pour focaliser son action à la fourniture de ce paquet minimal social. Oui, les routes, aujourd'hui, il n'y a pas de routes au Cameroun. Les routes, nous avons un réseau routier de 100, je crois, c'est 100. Vous avez par exemple évoqué la production dans la région septentrionale. L'un des problèmes justement face auquel cette région est confrontée, c'est le problème de route aujourd'hui, que ce soit entre Ngaoundéré, Garoua, Maroua ou Maroua-Kousseri. Oui, c'est des problèmes routiers qui existent dans ces zones. Ajouter à cela le problème de sécurité aussi. Oui, mais nous pensons que doter les communes avec un montant de 2 milliards chacun, il y a 360 communes au Cameroun, et puis je crois 14... Vous les prenez où, les 2 milliards? Les 2 milliards, c'est l'argent qui existe. Déjà, il y a un budget, même de décentralisation qui est à 15%. Et 15% de notre budget, c'est 900 milliards. C'est presque 900, ou même 1000 milliards de francs CFA. Donc, il y a 360 communes. 360. Si vous donnez 2 milliards uniquement à 100 communes, à 2 milliards à 360 communes, les calculs sont faits. Oui, ça fait 700 quelque chose. 770 ou 780 milliards de francs CFA qui n'atteignent même pas le 15% de notre budget. Mais imaginez ce que les communes peuvent faire avec 2 milliards chaque année destinés à la... Est-ce que vous prenez en compte la taille, les exigences par commune? Je veux dire, par exemple, la commune de Douala, 5... Oui, moi je dis que c'est un montant plancher. Ok, d'accord. Un montant plancher. Maintenant, on peut augmenter selon les réalités, le contexte de chaque commune. Mais il faut un montant plancher qui permette en sorte que les communes peuvent avoir des moyens pour atteindre les objectifs qui sont fixés par ces communes à la fin ou au début de chaque année. Et si nous dotons ces communes avec ces montants, ça leur permettra de non seulement fournir ces éléments, l'eau, l'électricité, les routes, les hôpitaux et les écoles. Dans votre programme, il y a la question de la souveraineté monétaire. Peut-être qu'on l'abordera un tout petit peu tout à l'heure, de nouveau avec Constantin Gonan, en parlant des questions d'ordre économique et même également des questions liées à la jeunesse. Est-ce que vous ne courez pas le risque, parce que vous souhaitez que le Cameroun, dès votre arrivée au pouvoir, que le Cameroun sorte des programmes du FMI et sorte également du franc CFA, qui est, bon, d'après certains analystes, considéré comme une monnaie stabilisante? Est-ce que vous ne courez pas le risque de fragiliser l'économie camerounaise? Je pense que c'est parce que pour faire cette choix, pour prendre cette option économique, je pense que c'est quelque chose qui doit avoir certains préalables. Il y a certains préalables qui devaient être assurés. Parce que si vous regardez le côté ouest africain, ces pays ont décidé d'adopter une monnaie commune qui s'appelle ECO. Et l'ECO n'a pas été mise en circulation juste parce qu'il y a des questions de convergence. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, dans la zone de l'Afrique centrale, on ne peut pas prioriser la stabilité monétaire pour négliger notre développement.
parce que notre monnaie n'est pas utilisée, n'est pas vraiment utilisée dans d'autres zones. C'est pas de l'argent qui est vendu. Maintenant, cette monnaie est comment dire, the word is fixed. Fixed is pegged. Pegged en anglais c'est pegged. Le taux d'échange est fixé, est fixe avec l'euro. Tout à fait. Oui, maintenant, ce qui fait en sorte que l'exportation devient de plus en plus chère de nos produits dans le marché international, parce qu'il faut non seulement s'assurer que cet argent, il y a suffisamment de demande de cet argent dans d'autres marchés financiers qui permettra en sorte qu'on peut acheter avec cet argent dans le marché financier. Tout à fait. Mais, maintenant, je pense que pour dire sortir de la zone, c'est parce qu'il y a d'autres choses. Si vous avez cette parité fixe avec l'euro, même quand votre économie change, c'est-à-dire quand il y a cette croissance économique, le taux fixe là joue contre vous. Vous voyez, ça veut dire qu'il n'y a pas ces ajustements qui permettent en sorte que vous pouvez tirer profit de votre croissance économique. Voilà pourquoi il faut passer à quelque chose d'un peu plus flexible. Je pense que la stabilité est bonne, mais je pense aussi ça veut dire que vous allez intégrer les autres pays de la zone CEMAC, par exemple. Les autres pays, dont ces mesures de convergence dont je parlais, ça concerne non seulement en fait le Cameroun qui va adopter sa propre monnaie, mais une monnaie commune. Mais ces monnaies communes doivent... ça passera par la diplomatie, vous l'évoquez également. Oui, il y a la diplomatie, mais il y a ces mesures de convergence dont on parle. C'est que le taux d'inflation qui existe dans les autres pays doit pas traverser certains niveaux. En fait, on parle de 5% par an dans la zone ouest africaine. Par exemple, ce qui freine, c'est que ces mesures de convergence. Prenez un pays comme le Nigeria. Le Nigeria a un taux d'inflation qui est à 6,5%. Pourtant, la Côte d'Ivoire a un taux d'inflation qui est à 2%. Ça veut dire que en termes de politique monétaire, la Côte d'Ivoire va faire d'autres choix, pourtant que le Nigeria va faire d'autres choix, ce qui peut créer une instabilité de ces monnaies. Même le Libéria, par exemple, parce qu'une autre mesure de convergence, c'est cette critère d'importation de 3 mois qui permettent en sorte que vos réserves extérieures, c'est-à-dire les réserves financières, les réserves en or, même le droit de tirage spéciaux qui existe à l'FMI, permettra en sorte qu'un État doit être capable d'importer pendant 3 mois. Si il existe un choc extérieur, choc économique, sans demander l'aide à quiconque. Maintenant, quand vous regardez les réserves extérieures du Nigeria fait l'importation par mois de 7 000 milliards de dollars. Et puis, les réserves du Nigeria, les réserves extérieures du Nigeria sont à peut-être 37 000 milliards de dollars actuellement. Maintenant, s'il y a un choc économique, le Nigeria est capable d'importer peut-être à plus de 4 mois avant de demander l'aide. Mais le Libéria, par exemple, a... C'est pas la même réalité. Oui, c'est à 250 millions de réserves extérieures et puis à 500 millions de réserves extérieures, mais ils font l'importation de plus de 250 millions. Ça veut dire que s'il y a choc, ils ne peuvent pas importer à plus d'un mois. C'est la même chose dans notre zone. Il faut ces mesures de convergence pour permettre en sorte que s'il y a choc dans notre contexte, les pays soient capables de gérer ces chocs. Mais parce que vous regardez, dans l'Union européenne, quand la Grèce avait eu le choc, c'est l'Allemagne qui est venu en aide. Vous voyez, mais dans notre contexte, nos économies sont en train de... Mais les autres États membres de la zone euro en ont payé les frais. En ont payé les frais. Vous avez vu cet exemple. Moi, je pense que pour nous, il faut ces convergences avant de prendre cette décision. Mais ces décisions, si on décide de changer la monnaie pour dire on quitte le franc CFA, c'est pour choisir notre modèle. Un modèle qui va peut-être
jouer sur un panier de différentes devises de nos partenaires, les partenaires avec lesquels nous faisons la commerce à grande échelle, comme la Chine, comme même l'Union européenne, comme les États-Unis, comme le Brésil, comme d'autres pays de BRICS, par exemple. Si on prend un panier de devises, on peut jouer sur le taux d'échange qui peut venir de ces paniers de devises. Et maintenant, pour nous, on dit, quand nous faisons les exportations, on va exporter à 50% les devises extérieures, mais à 50% notre monnaie, pour faire en sorte que notre monnaie soit demandée dans le marché financier. S'il n'y a pas cette exigence, nous aurons une situation où... Et ça passe également par une industrialisation à grande échelle. Oui, exactement. C'est ce qui est nécessaire. C'est ce qui est nécessaire. Bon, peut-être qu'on en reparlera, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'on a une rubrique qui reviendra un tout petit peu sur les aspects économiques tout à l'heure. Moi, je souhaite qu'on commence, puisqu'on n'a plus beaucoup de temps, qu'on commence à arriver les regards vers le 12 octobre. On vous a vu participer aux réunions conduite par Thomas Nondam Joya, qui est présidente nationale de l'UDC, qui est également candidate à cette élection présidentielle. L'objectif, c'était de trouver un candidat consensuel. Enfin, on est bien loin de l'objectif visé. Continuez visiblement d'y travailler, mais est-ce que vous croyez encore à la possibilité pour ces acteurs-là, pour vous autres, vous qu'on a vu autour de Sa Majesté Sékou-Djou, de trouver un candidat d'ici à là? Je pense qu'une coalition est toujours possible au Cameroun. C'est qu'il faut certains préalables. Quand vous partez dans une coalition, c'est pas pour se faire absorber par une autre formation politique. C'est ça, parce que là, il y a certaines choses qui n'ont pas été comprises au préalable, au début de cette conversation. Compris par les acteurs. Pas les acteurs, c'est bien normal. Les policiers ne comprennent pas beaucoup de choses. Donc, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est clarifier ces rôles. Parce que certaines personnes sont dans ces élections pour préparer pour d'autres échéances électorales qui viennent, comme les législatives et les municipales. Maintenant, c'est juste une opportunité pour se faire voir. Maintenant, si on décide de s'effacer derrière pour permettre en sorte que quelqu'un d'autre monte, alors que vous-même vous avez cette capacité, c'est une décision qui est très sérieuse. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de clarifier ces rôles pour dire, nous ne venons pas être absorbés par tel ou tel parti, nous venons pour que ensemble on peut travailler. Maintenant, autre chose, c'est il faut présenter un programme commun. Parce que si on décide de mettre un individu à la tête d'une coalition, ce n'est pas que cette coalition vient implémenter son programme, le programme de ces partis politiques, non. L'idée, c'est que même si nous avons des idéologies différentes, les orientations politiques qui sont diverses, il y a quand même des points communs sur lesquels nous accordons, comme le fait qu'il faut réformer notre code électoral, il faut réformer la constitution, il faut mettre fin à cette crise anglophone, même les crises au nord de Boko Haram, il faut mettre fin sur ça. Il faut une réforme de la constitution qui permette en sorte que le mandat présidentiel soit réduit de 7 à 5 ans. C'est vrai qu'on a quand même eu quelques échos de vos conciliabules. On aurait appris que celle qui a initié la rencontre souhaite être portée par les différents acteurs. Qu'il y a un autre candidat qui dit avoir pris plus de 10 milliards de francs CFA et une capacité de mobilisation des scrutateurs sur l'ensemble du territoire national. Je vous vois sourire. Je veux dire, est-ce que finalement vous ne vous êtes pas heurté à cette divergence-là, aux incompréhensions par rapport aux ambitions des uns et des autres? Non, mais je pense que si quelqu'un vient déjà dans une conversation comme celle-là, ça veut dire que la personne est prête à se voir, n'est pas être le candidat consensuel. C'est ça, nous, c'est notre posture. Nous sommes entrés dans cette conversation avec sincérité. Que si ce n'est pas nous, au final, qui sortons comme le candidat consensuel, on va s'aligner. Parce que c'est pour le bien-être du Cameroun, pour le bien du Cameroun. Mais si d'autres personnes sont venues dans ces conversations avec leur différentes postures, je sais, ça ne nous regarde pas, ça leur regarde. Mais
je pense que dans ce type de conversation, il faut toujours venir avec de bonne volonté, avec sincérité, qui permettent en sorte que ce que les Camerounais attendent. Ça commence même par là, parce que ce qui a caractérisé ce gouvernement qui a duré 40 ans, c'est qu'il n'écoute pas. Il n'écoute pas. La population aujourd'hui demande, réclame la coalition. Mais mon souhait, c'est que les formations politiques peuvent vraiment écouter cette cri, cet appel, et puis fassent quelque chose. Je demande aussi une coalition de la population. C'est deux choses, parce qu'il faut une coalition à tandem. La coalition des candidats, mais aussi la coalition de la population. Parce que si nous coalisons en tant que candidats, et les populations viennent en rang dispersé à cette élection, ça ne vaut pas la peine. Donc, on parle beaucoup d'initiatives de coalition, justement. Celle à laquelle vous avez participé semble concerner des acteurs qui sont déjà officiellement candidats à l'élection présidentielle. Sauf qu'il y a d'autres acteurs qui ne vont pas participer à cette élection, dont le poids politique est connu. Je pense notamment au professeur Maurice Kamto, le candidat malheureux qui a été présenté par le Manidem, mais dont la candidature n'a été retenue ni par l'ECAM ni par le Conseil constitutionnel. Déjà, on vous a pas suivi. J'ai essayé de regarder sur vos différentes pages en ligne, sur vos pages en ligne. J'ai essayé de consulter. Je n'ai pas le sentiment, je peux me tromper, je le confesse ici, mais je n'ai pas le sentiment d'avoir vu votre réaction suite à l'exclusion du professeur Maurice Kamto. Je vais dire, pour ce qui concerne le professeur Maurice Kamto, ce qui lui est arrivé est vraiment malheureux. C'est pas du tout acceptable, parce que chaque citoyenne camerounaise a le droit de participer dans nos processus. C'est un droit, et je pense que éliminer quelqu'un, parce que moi je pense que ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel, c'était plus la justice, il me semble que c'était la politique. Même les jeunes qui sont venus assister à ce processus, il y a des personnes qui ont été arrêtées, et moi je dis aujourd'hui que ces personnes soient libérées, parce que c'est notre droit, c'est le droit de s'exprimer, c'est un droit qui est fondamental. Quand tu dis que nous avons une démocratie, c'est plusieurs choses. La capacité de s'exprimer sur des choses, des questions politiques, c'est un aspect fondamental. Mais si on met les gens en prison parce qu'ils se sont exprimés, je pense que c'est pas réel. Et moi, je pense que parce que lui, je pense qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui, juste le fait qu'il n'a pas été retenu comme candidat ne veut dire pas qu'il n'a pas son dernier mot à dire sur le processus électoral. D'ailleurs, si on veut faire la coalition, ce n'est pas seulement une coalition avec ceux qui ont été retenus par le Conseil constitutionnel. Il faut une coalition qui est élargie pour inclure les acteurs comme le professeur Maurice Kamto et d'autres personnes qui ont été... en fait, je pense à Ilé Zipang, par exemple, qui a été investi puis débuté par le Conseil constitutionnel. Il a été... moi, je pense que des acteurs comme ça, il faut les inclure. Et quelqu'un comme le professeur Maurice Kamto, je pense qu'il faut... moi, je vais personnellement le rencontrer pour demander des partenariats avec lui, pour qu'on travaille. Si on veut construire un Cameroun, c'est un Cameroun qui travaille pour tout le monde. C'est un Cameroun qui sait inclure tous ses enfants. Oui, parce que je pense que pourquoi pas inclure des personnes comme ça qui peuvent vraiment apporter ces changements, contribuer à cet changement que nous... Ce projet de rencontre avec le professeur Maurice Kamto, vous en avez parlé avec le président national de parti? Le jour que cette décision du Conseil constitutionnel est tombée, moi j'ai rencontré certains de ses avocats, j'ai rencontré beaucoup de ses militants, les bras droits du professeur Maurice Kamto pour exprimer notre compatie, parce que c'est pour compatir avec eux, parce que moi je pense que si les choses comme ça peuvent arriver à ce professeur qui est quelqu'un plus renommé que moi, je vais vous dire, mais quelqu'un qui est sur la scène politique avant moi, si les choses comme ça peuvent lui arriver, combien ça peut m'arriver si je ne défends pas ces droits aujourd'hui? Parce que je peux dire ce qui lui est arrivé joue à mon avantage, parce que quelqu'un comme lui, mais je sais que demain, la même chose peut m'arriver. Et qui va venir me soutenir? C'est des personnes qui comprennent
l'ampleur de ce type d'injustice comme lui. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, si il y a la possibilité de fédérer les acteurs politiques pour faire en sorte que finalement, on peut avoir le changement au Cameroun. Oui, les personnes comme ça ont le mot à dire et d'autres acteurs, il y a d'autres personnes qui ont été députées du processus, leur candidature n'a pas été acceptée, mais ça ne veut dire pas qu'ils ne peuvent pas mobiliser pour apporter le changement au Cameroun. Avant de sortir de cet entretien, on reçoit pour cette autre fenêtre du moment de vérité, édition spéciale avec un des candidats à l'élection présidentielle, Ateki Seta Caxton, Constantin Gonan. Il évoquera notamment le programme de notre candidat sur le volet qui concerne la jeunesse et parlera également un tout petit peu d'économie. On reçoit Constantin Gonan sur notre plateau. Bachelier, étudiant, envie de construire un bel avenir? L'Institut universitaire des grandes écoles des tropiques vous ouvre ses portes. IUGET, ISTI, école de commerce et de gestion. SAO Polytech, école de technologie et d'ingénierie. SHS, école des sciences biomédicales. EXA, école supérieure d'agriculture. 4 écoles, 4 axes de développement pour le rayonnement du continent. IUGET, bien choisir, c'est déjà réussir. Rebonsoir. Merci beaucoup. Monsieur le candidat. Merci, Constantin. Contrairement à ma collègue, je ne vous mets pas encore 3e président du Cameroun. Vous êtes encore le candidat. Le candidat, oui. Quelles mesures immédiates pour réduire la bureaucratie et faciliter la création d'entreprises dans votre programme? Je pense qu'il faut améliorer le cadre législatif qui permet en sorte qu'on peut, c'est-à-dire centraliser le processus de création des entreprises. Si ces mesures, je pense que ça va résoudre à 80% les tracasseries, les problèmes, donc les problèmes qui minent ces secteurs. Aujourd'hui, pour créer une entreprise au Cameroun, et ça prend presque combien de jours? C'est presque un mois pour créer une entreprise. Pourtant, dans d'autres pays, c'est quelque chose qui se passe en ligne. En Lesotho, par exemple, tu crées une entreprise en ligne. Tu t'inscris en ligne et puis une semaine, votre autorisation saute. Aujourd'hui, je pense que remplir ces processus avec des différentes institutions, des différentes entités, je pense que ça complique le processus et ça tarde la création des entreprises. Aujourd'hui, si vous regardez nos rankings faits par la Banque mondiale sur le Doing Business Report, le Cameroun est classé parmi les derniers pays au monde qui sont des espaces favorables à la création des entreprises. Et moi, je pense que centraliser, puis faire en sorte que nous avons un one-stop shop où tu peux tout faire à la fois. Je pense que ça va vraiment diminuer non seulement la durée de création des entreprises, mais ça va simplifier ce processus. Justement, Oui. dans votre programme qu'on a lu très attentivement, vous mettez un accent très particulier sur la création des emplois. Oui. Si vous êtes élu président de la République aujourd'hui, en un quinquennat, vous promettez combien d'emplois aux Camerounais et dans quel secteur prioritairement, surtout pour les jeunes? Nous avons plusieurs programmes. Par exemple, le programme Twombi, par exemple, qui vise 10 000 emplois, mais dans le secteur spécifique. Si vous voulez aujourd'hui que nous ayons ceux qui peuvent faire des chirurgies compliquées au Cameroun, comme chirurgie de cœur, chirurgie de cerveau, chirurgie des yeux, de rétine, par exemple. Il faut créer, par exemple, ces départements dans nos universités et former et inviter peut-être les Camerounais de la diaspora qui est vraiment, je pense qu'on n'a pas abordé cette question, mais il y a les Camerounais dans la diaspora dans d'autres pays du monde qui sont bien qualifiés et qui dans les autres pays sont des grands ingénieurs, des grands docteurs, des profils très très compétents. Mais on peut faire venir ces personnes pour former notre jeunesse dans ces différents métiers, pour permettre en sorte qu'à peut-être après 5 ans,
nous pouvons avoir les docteurs, les médecins qui peuvent faire ce type d'opérations. C'est ça, créer des emplois dans ces domaines. Parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un tombe malade avec un problème de cœur dans le cerveau, la première réponse est d'évacuer cette personne vers l'Inde, vers d'autres pays qui sont plus qualifiés dans ces matières. Je vous prends au mot, oui. Vous avez justement évoqué la chirurgie, les différents types de chirurgie. La chirurgie esthétique, dans le secteur, dans le cadre africain, dans la pensée africaine, c'est pas trop aimé. Quand par exemple une dame dit qu'elle va faire par exemple la chirurgie pour les lèvres, pour les fesses, les trucs comme ça, ce n'est pas très aimé dans la culture africaine. C'est quelque chose de culturel. Prenez cela au Cameroun serait quelque chose de favorable? Non, je pense que ces types de chirurgies ne sont pas faits seulement dans le contexte d'esthétique. Certaines personnes ont des problèmes. Après, en fait, c'est un problème, les accidents. Accidents, quelqu'un peut avoir un accident grave, ce qui va nécessiter ce type de chirurgie à être fait sur cette personne. Et si ça arrive à améliorer la présentation de cette personne, pourquoi pas promouvoir la chirurgie esthétique au Cameroun? Ce n'est pas seulement dans le cas de beauté et que les femmes utilisent. Ça veut dire que il faut promouvoir ce type de métier au Cameroun aussi. Maintenant, en ce qui concerne parce que vous avez évoqué le fait que combien des emplois je vais créer au Cameroun, nous avons créé des pépinières dans chaque région. Ces pépinières seront les zones où les jeunes entrepreneurs sont identifiés. D'abord, on identifie ces jeunes entrepreneurs, on les forme. C'est comme les incubateurs. On les forme sur différents types de questions. Comment développer un business plan, comment faire l'analyse du marché. Parce que si vous voulez créer une entreprise, ça veut dire que vous avez analysé le marché et vous pensez que votre entreprise peut compétir dans cet environnement. Mais nous avons aujourd'hui un problème où les entrepreneurs créent des business de par la nécessité. On sort de l'école, il n'y a pas de l'emploi, on dit, bon, et je passe le temps au quartier, mieux je crée quelque chose qui va m'occuper. Mais ce n'est pas comme ça, ce n'est pas l'esprit de création d'entreprise comme ça. Il faut savoir, parce que un entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend les risques. Il faut analyser le marché, il faut développer. Moi, oui, je peux dire, mais qu'il y a beaucoup plus d'ouvriers dans le secteur social. Bachelier, étudiant, envie de construire un bel avenir? L'Institut universitaire des grandes écoles des tropiques vous ouvre ses portes. IUGET, ISTI, école de commerce et de gestion. SAO Polytech, école de technologie et d'ingénierie. SHS, école des sciences biomédicales. EXA, école supérieure d'agriculture. 4 écoles, 4 axes de développement pour le rayonnement du continent. IUGET, bien choisir, c'est déjà réussir. Pour sortir de cet entretien à Teki Seta Caxton, au soir du 12 octobre, vous recevez les procès-verbaux sur l'ensemble du territoire national. Vous avez la certitude que vous avez été désigné, choisi par les Camerounais pour être président de la République. Sauf que Elecam publie des chiffres qui sont différents. Le Conseil constitutionnel désigne un autre président de la République. Comment est-ce que vous allez réagir? Non, mais je pense que c'est pas du tout acceptable. Il faut que nous prenions les mesures pour s'assurer que cette élection se fasse dans des conditions qui vont générer les sentiments de crédibilité, les sentiments de justice, pour éviter la catastrophe qu'on a vue dans d'autres pays, parce que nous avons vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, au Kenya, après une élection dont les gens ont eu ce sentiment que cette élection était injuste, que les résultats ont été falsifiés et que pas du tout, ça ne reflète pas la volonté de la population. Je pense qu'il faut à tout prix éviter ça, parce que nous ne voulons plus ce type d'expérience en Afrique où les élections soient des moments, au lieu de construire une nation, c'est plutôt
un moment de destruction. Et avant d'évoquer même ces résultats-là, est-ce que vous croyez à la crédibilité aujourd'hui? Voilà pourquoi un des problèmes, nous pensons que le problème, en fait, le processus électoral, le système électoral au Cameroun est perfectible. Il faut améliorer certains aspects. Oui, parce que, en fait, en ce qui concerne une élection présidentielle, si quelqu'un va gagner une élection présidentielle au Cameroun avec moins de 50%, c'est pas du tout, ça ne reflète pas ce principe de la démocratie de règne par la majorité. Donc nous proposons que, c'est-à-dire après, si nous gagnons, ce que nous proposons, c'est de faire une élection présidentielle à deux tours pour permettre en sorte que on peut avoir vraiment de légitimité à la fin d'une élection présidentielle. Mais à cet instant, on ne peut pas changer, on ne peut rien changer. Mais l'élection a été annoncée, les candidats se sont présentés avec ces lois. Je pense que personne n'a trouvé un problème avec ces différents processus, c'est-à-dire des processus de même soumission des candidatures. On a tous suivi ces différents processus. Maintenant, et les candidats ont été déclarés. Aujourd'hui, il y a certainement certaines frustrations qui existent, mais à travers ces processus, on a eu des candidats qui se présentent à une élection actuellement. Mais je pense que si on s'assure que les autres éléments de cette élection qui restent, comme le processus de vote même et le processus de dépouillement des votes des Camerounais, que ces processus se passent dans les conditions qui génèrent la crédibilité, pas non seulement acceptant qu'il y a des scrutateurs, en non seulement acceptant qu'il y a des observateurs, parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé en 2018. Moi, étant dans la société civile, j'ai formé plus de 100 observateurs pour les déployer sur le terrain. Mais quand j'ai fait la demande pour accréditation au niveau du MINAD... Vous n'avez pas reçu d'accréditation, malheureusement. Non, vous en avez reçu? J'ai reçu, mais le nombre des observateurs que j'ai reçus, c'est 18 observateurs accrédités sur 100. Moi, quand j'ai vu ça, je sais qu'il y a... Vous avez à votre disposition 100 observateurs, mais vous n'aviez reçu que 18 accréditations. Oui, accréditation. Et je pense que c'était quelque chose d'intentionnel. Oui, pour empêcher une observation neutre. Un de vos souhaits pour la transparence de ce processus, de ces élections, c'est qu'on permette aux observateurs d'être accrédités, oui, exactement, d'être présents, parce que si vous partez dans les stations de vote sans être accrédité, vous jouez ce rôle, peut-être votre rapport ne sera pas présent. Pourtant, si vous êtes observateur, parce que vous avez vu ce qui s'est passé avec ces faux observateurs de Transparency qui sont venus, ils étaient les observateurs qui sont venus pour crédibiliser ces processus, mais il faut laisser les observateurs, ceux qui vont confirmer, parce que un observateur, c'est quelqu'un qui va venir observer que ces processus évoluent selon les lois qui ont été adoptées. Alors, au soir du 12 octobre, Paul Biya est reconduit. Ça, c'est des scénarios qu'on dessine comme ça. Oui. Paul Biya est réélu. Il vous propose d'entrer au gouvernement. Quelle va être votre réponse? Moi, je pense que je suis prêt à servir cette nation. Je suis prêt à servir cette nation, mais dans les conditions qui vont permettre en sorte que ces services soient rendus. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont nommées au gouvernement, mais qui sont figurants seulement, qui sont là, mais on ne voit pas vraiment ce qu'ils font. Et je pense que ce n'est pas le Cameroun que nous voulons. Nous voulons le Cameroun qui peut servir. Nous voulons les servants dans notre fonction publique. Mais aujourd'hui, quand nous voyons l'état de nos routes, l'état de notre jeunesse, l'état de nous. Moi, je pose les questions sérieuses. Est-ce que ces personnes qui ont été nommées, c'est pas pour d'autres raisons que de venir servir les Camerounais? Et puis, moi, je veux pas jouer figurant.
Si je veux travailler pour cette nation, c'est vraiment de travailler de manière sérieuse. Voilà pourquoi je me postule pour être président du Cameroun. Parce que je veux travailler, je veux servir cette nation. Et on ne doit pas limiter notre service à cette fonction présidentielle. S'il y a d'autres opportunités pour moi de servir, je vais volontairement servir. Sans hésiter. Alors, on vous présente, ça c'est pour sortir vraiment de cet entretien, on vous présente aux côtés de Ziram comme les candidats qui constituent la nouvelle génération. Oui. Certains disent que vous faites ombrage à d'autres candidats qui avant vous étaient présentés comme jeunes. D'autres disent que ça craint parce que celui qui est président de la République est arrivé très jeune et a finalement fait 43 ans. Quel est le regard que vous jetez sur tout ça? Et qu'est-ce que vous pensez de votre peut-être adversaire dans le cadre de cette compétition électorale, Hiram Miyodi, avec qui vous partagez la même génération? Moi je vais dire deux choses. Le président Ahidjo est devenu président du Cameroun à 36 ans. 36 ans, il est président. Même pas avec un niveau d'éducation qu'on peut dire, il avait le PhD ou quelque chose comme ça. Mais vous regardez ce qu'il a pu faire. Donc ce n'est pas la jeunesse, c'est la proposition politique que la personne incarne. Moi, je pense aujourd'hui que les questions liées à ma jeunesse, c'est parce qu'on n'est pas habitué à voir les jeunes dans cet espace. Et ce qui fait en sorte que les gens ils ont cette crainte. Ahidjo était président à 36 ans, mais à 58 ans, il a démissionné. À 58 ans, il n'avait même pas 60 ans. Il a démissionné. Mais qu'est-ce qui fait cette crainte qu'on dit qu'un jeune va venir s'éterniser? Moi, je n'ai pas l'ambition de faire 42, 43 ans au pouvoir. Je n'ai pas cette ambition. Paul Biya, il est arrivé à 49 ans, 43 ans après. Mais je pense que c'est pour lui, parce qu'il avait les ambitions de s'éterniser au pouvoir. Mais moi, je n'ai pas ces ambitions. Moi, je voulais servir après mon temps et puis respecter la Constitution. Si la Constitution camerounaise dit que vous passez un mandat renouvelable une fois, je vais respecter ça. C'est comme ça qu'un leader doit prendre au sérieux ses engagements. Mais tu ne peux pas dire, la Constitution vous donne 7 ans, et puis vous revenez, et puis vous commencez à modifier la Constitution. Il y a ces mesures qui ont été prises en 2008 pour faire en sorte que le mandat soit renouvelable éternellement. Moi, je pense que c'est pas acceptable aujourd'hui. Parce que moi, je n'ai pas un problème avec l'âge du président. Parce qu'on peut dire, quand on dit je suis trop jeune pour diriger le Cameroun, je vais dire aussi que le président est trop vieux pour diriger le Cameroun. Donc, ce n'est pas des débats qui peuvent nous amener quelque part. Parce que jouer sur cette question de l'âge, moi, et puis de l'expérience, moi, je dis, regardez l'état de notre pays. Et tu poses la question, est-ce que c'est ça le résultat de l'expérience? S'il y avait de l'expérience, c'est que nous avons vraiment un État qui est bien. Ces candidats considérés comme jeunes, vous discutez entre vous? Moi, je pense que est-ce que justement dans les initiatives de coalition, vous essayez entre vous de trouver une solution pour un candidat consensuel? Moi, je discute avec tout le monde. J'ai rencontré Hiram à Yaoundé, on a causé, on a parlé de nos différentes campagnes, les stratégies qu'on peut utiliser pour mobiliser la jeunesse. C'est comme ça. Quand on est adversaire politique, on n'est pas les ennemis. Donc, nous sommes là pour bâtir le Cameroun. Maintenant, il faut bâtir le Cameroun en apprenant, parler aux autres personnes. Donc, aujourd'hui, moi, je pense que parler avec tout le monde est vraiment un atout. Et c'est ce que j'essaie de faire. Parce que j'aime gouverner le Cameroun. Je ne voulais pas gouverner l'opposition. J'aime gouverner le Cameroun. Et le Cameroun est composé de différentes catégories qu'il faut toujours prendre en compte. Oui. En 1 minute, Ateki Caxton, on vous donne la possibilité de fixer la caméra et de vous adresser à ces millions de Camerounais qui, le 12 octobre prochain, vont se rendre dans les urnes. Donc, je vais dire, chers Camerounais, nous avons l'opportunité de changer le destin de notre pays le 12 octobre. Parce que, comme aujourd'hui, vous avez vu, j'ai échangé avec mes frères et sœurs du média sur ma vision. Dans cette vision, je vous ai présenté plusieurs choses, plusieurs bonnes choses, tout. Vous-même, vous avez vos réclamations. Et je pense que ces choses que nous avons présentées et vos réclamations ne sont pas des choses que quelqu'un va venir nous donner. Ces choses ne se donnent pas. On gagne ces choses. Et on gagne ces choses dans les urnes.
Donc, je vais vous inviter tous à sortir pour qu'ensemble, nous gagnons toutes ces choses dont nous avons proposé aujourd'hui dans les urnes le 12 octobre, parce que c'est ça qui compte. Si vous ne sortez pas voter le 12 octobre, notre vision va souffrir. Notre vision ne va pas être réalisée dans ce pays et je pense que ça sera une opportunité manquée. Donc, je vous invite, chers frères et sœurs, de sortir, me soutenir pour qu'ensemble, nous construisons un Cameroun qui est un Cameroun qui marche pour tout le monde. Un Cameroun qui est destiné à un avenir plus prospère, un avenir plus paisible, un avenir de justice, un avenir où chaque jeune peut avoir un emploi, un avenir où nous avons des routes qui sont pas praticables à tout moment dans notre dans l'année. Je vous dis aujourd'hui que je représente une opportunité pour nous et dis à tout le monde qui vous êtes cher, de venir me soutenir le 12 octobre et que nous gagnons ensemble. Merci. À vous, chers internautes, de nous avoir regardé tout au long de cet entretien, le moment de vérité, numéro spécial consacré aux candidats à l'élection présidentielle. On se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres éditions d'entretien et d'informations sur Afrique Informe. A très vite. Portez-vous bien.